Bonjour, monsieur Omer Kamba. Bonjour Étienne. Très bien, bienvenue sur Congo One. Nous allons parcourir ensemble l'actualité de cette semaine. Vous avez été gouverneur de la province du Kasaï oriental et vous êtes actuellement président d'un parti politique dénommé DPR, c'est bien cela? DPR, démocratie progressiste pour le renouveau. Très bien. Mais, C'est monsieur, parti, je t'informe, un parti allié à l'UDPS. Depuis d'ailleurs que l'UDPS a connu ses problèmes en 88, nous avons été à l'intérieur du parti et parce qu'il y avait dissension et beaucoup de problèmes, eh ben, nous sommes imposés comme direction politique rénovée et nous avons créé une tendance. Et cette tendance est devenue ce qu'on appelle aujourd'hui DPR et j'en suis président. Et je continue à travailler avec l'UDPS et notamment le président élu Étienne Tshisekedi. très bien. Nous allons maintenant aborder l'actualité de la semaine que nous allons commenter ensemble. Tout d'abord, la situation qu'il y a à l'est du pays. Les ministres de défense des pays membres de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, en sigle CIRGL, ont adopté le jeudi 25 octobre à Goma un plan pour rendre opérationnelle la force internationale neutre qui doit être déployée à la frontière entre la RDC et le Rwanda pour combattre les groupes armés. Ça, ce sont les termes génériques employé dans les communiqués de presse qui a sanctionné cette rencontre. Tout d'abord, Monsieur Omer Kamba, croyez-vous en cette force neutre comme solution à ces problèmes à l'est du pays? Mais je crois que d'abord, ceux qui se réunissent là-bas, les différentes forces, que ce soit les représentants du gouvernement congolais, parce qu'on peut parler du gouvernement qui est là, le régime qui est là, et puis tous les autres qui viennent d'ailleurs, est-ce qu'ils croient eux-mêmes en la réalité d'une force neutre? Est-ce qu'ils croient qu'une force neutre quelconque pourrait être créée dans cette région-là pour résoudre les problèmes qui y sont? Ou ils font seulement semblant, parce qu'en diplomatie, il faut faire semblant. Vous savez, à un moment donné, on dit la diplomatie, c'est l'art de faire semblant, de dire ce qu'on ne veut pas dire. Et voilà, alors là, je me dis, est-ce que ceux-là même qui ont décrété qu'il y aura une force neutre, est-ce qu'ils y croient? Vous avez suivi? Déjà, rien que les problèmes opérationnels de réaction d'une telle force, les problèmes financiers, les problèmes des hommes, mais c'est déjà très très sérieux. Mais, Mais monsieur, si, monsieur oui, Omer Kamba, il s'est posé, il s'est posé aussi une question très intéressante sur les aspects opérationnels de cette force neutre. Parce que le Rwanda, par exemple, souhaitait que cette force joue les rôles des forces tampons entre l'armée congolaise et les rebelles, c'est-à-dire à l'intérieur des frontières de la RDC. Donc, ce qui, de facto, allait créer une zone de non-droit à l'intérieur du territoire congolais et qui allait être gérée par les rebelles. Qu'est-ce que vous en pensez? oui, mais le Rwanda est conséquent ou conséquent avec euh, sa propre logique sur le problème. Le Rwanda ne reconnaît pas qu'il est impliqué dans cette affaire qui se passe dans la région des Grands Lacs, notamment au Congo. Le Rwanda reste logique avec lui-même en disant, mais écoutez, s'il y a un problème au Congo et qu'on demande que nous puissions intervenir, mais nous ne pouvons intervenir qu'au Congo, pas au Rwanda ou dans une quelconque frontière. Voilà. Mais est-ce que le problème fondamental dans cette affaire n'est pas un déficit de communication de la part du gouvernement de Kinshasa? Parce que son message n'arrive pas à passer. Vous n'avez pas cette impression-là aussi qu'il y a un véritable déficit de communication? Mais le vrai problème, mon cher ami Étienne, le vrai problème, c'est qu'au Congo, on se demande si la logique étatique existe. S'il y a un État, s'il y a des représentants de cet État valables, tout le problème est là.
Parce qu'on passe de confusion en confusion. Et tout le temps. On ne sait pas qui parle au nom de qui. Ce n'est pas, par exemple, un porte-parole, un Mendé Lambert ou qui représente l'État, ou c'est Kabila lui-même qui, lui, ne dit jamais grand-chose. Mais il faut se poser des questions. Est-ce que l'État congolais existe? Est-ce qu'il y a des représentants? Est-ce qu'il y a des gens qui doivent parler en son nom, quelque part, dans une assemblée? Toute la question reste là. Est-ce qu'il existe une réalité d'un État congolais? Si ça n'existe pas, eh ben, nous risquons de patauger, hein, de continuer à nous poser des questions. Mais les Congos n'arrivent pas du tout à engranger des victoires diplomatiques dans cette affaire. Tout semble se dérouler comme le Rwanda le souhaite. Et l'élection du Rwanda... Mon cher ami, mais vous parlez de quel Congo? Ben, les Congo de Kabila, les Congo actuels, qui est reconnu. C'est lui qui va négocier régulièrement à Kampala avec le Rwanda et l'Ouganda et les autres puissances régionales. Mais je crois que les Congolais ne vont pas te croire, hein, quand tu dis qu'il y a un Congo qui va aller négocier avec le Rwanda, le Kampala. Les Rwanda, l'Ouganda et aujourd'hui le Burundi sont des gens, moi je sais, hein, j'ai quand même fait partie du parcours. Je sais que le Rwanda, il y a des gens qui sont battus là-bas pour asseoir leur pouvoir là-bas et qui se sont installés. Quelle que soit la manière, hein. Il y a eu un génocide là-bas, ils sont là. L'Ouganda, on connaît, depuis Tanzanie, Museveni en question, comment il a cheminé. Et ils se sont installés. Mais quand il s'est agi du Congo, on sait comment Laurent Kabila a tenté aussi de cheminer de la même manière. Et qu'il y ait eu différents obstacles, hein, qu'on a connus. Parce que je crois que j'ai fait partie de ce cheminement-là. Mais il y a eu des contradictions, des obstacles. Mais cela ne peut pas empêcher qu'à un moment donné, le Congo s'est trouvé avec, après la dictature, la longue dictature de M. Mobutu, avec beaucoup de respect que je dis, ben, Mobutu de triste mémoire, il y a eu un arrêt net à ce que Mobutu était en train de perpétuer au Congo, soutenu par tous ceux que tu connais, et tous ceux dont on va parler peut-être dans la suite des conversations. Mais il faut rappeler ici que le processus avait commencé en Tanzanie avec Mzee Nyerere, où c'était trop la dictature de Mobutu, et nous tous ici, moi qui te parle, j'étais victime vivante de ce qu'on a connu là-bas. Et il fallait à tout prix arrêter ça. Je me rappelle encore au vif temps de notre lutte dans l'UDPS, quand on disait, écoutez, à cette allure, même un chien, on peut le présenter pour remplacer Mobutu. Mais voilà que la dictature de Mobutu a été arrêtée, nette, avec la lutte de l'UDPS, une lutte profonde, dont les victimes ont été comptées. Je me permets même de me compter parmi ces victimes, mais rassurez-vous qu'il a fallu une force d'appoint, on appelle ça force d'appoint, c'était cette histoire de l'évacuation de la dictature de Mobutu par ce qu'on a appelé AFDL. Je ne suis pas là comme porte-parole de l'AFDL, je ne défends pas l'AFDL, mais je dis qu'il fallait une circonstance qui puisse faire qu'on arrête net cette affaire de la dictature de Mobutu, hein, qui était soutenue, hein, je rappelle ici en passant, par des Occidentaux, hein, des Européens, et dont la Belgique. Donc, on a arrêté net cette histoire de Mobutu, et tous ceux qui ont soutenu ce régime, nombreux qu'ils étaient, majoritaires et tout ce que tu veux, sont retrouvés en exil, hein, sont trouvés des réfugiés en Europe. L'Europe qui les soutenait avant qu'ils soient évacués. Et par conséquent, je pense que nous sommes, j'ai l'impression, c'est une répétition de l'histoire. C'est le recommencement de l'histoire. On a une nouvelle dictature là-bas,
et les mêmes histoires se présentent, les mêmes effets, les mêmes actions. Alors, dites-moi, Monsieur Etienne, dites-moi où est-ce qu'on va, par où on va commencer? Parce que là, quand on a un recommencement perpétuel de l'histoire dans un pays comme le Congo, aujourd'hui on est en train d'aller vers le Rwanda, vers le Burundi ou vers l'Ouganda, mais sincèrement, nous nous trouvons, j'ai l'impression, nous nous retrouvons à un recommencement de l'histoire où la lutte que nous avons menée au niveau de l'UDPS se trouve intacte, où il faudra encore l'augmenter. Très bien, M. Omer Kamba, mais pour revenir à la situation qu'il y a actuellement à l'est du pays, on peut se poser la question, à quoi sert-il de continuer à organiser des sommets qui n'aboutissent à rien de concret dans la situation qu'il y a à l'est du pays? Non, non, mais les sommets sont organisés par ceux qui savent pourquoi il faut organiser ça. Quand vous organisez ces sommets, peut-être pour gagner du temps par rapport aux intérêts des uns et des autres qui ont été engagés dans la situation que nous connaissons actuellement. Vous savez, il y a beaucoup de partenaires hein, dans ce conflit, ce fameux conflit ou cette fameuse crise. Il y en a qui tirent des dividendes évidentes. Hein? Permets-moi le terme, mais des dividendes évidentes. Ils sont là, ils savent que dans des zones de conflit, qu'il faut créer de toutes pièces. Eh bien, il y a des gens qui tirent des marrons. Et ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, qu'on soit balancé vers le Rwanda, vers l'Ouganda, tout en oubliant, en omettant que le problème essentiel vient du Congo lui-même, la RDC, et notamment Kinshasa, et de Kinshasa, le système, le régime qui est implanté là-bas, pour les besoins de la cause, et qui ont implanté ce système, on va en parler, qui ont fait qu'il y ait aujourd'hui un Kabila qui sort de toutes parts, de nulle part, un accident de l'histoire dans notre pays, même s'il y a eu un précédent avec Mobutu, qui aussi, à un moment donné, est sorti de nulle part, mais l'histoire se reconstitue. Nous nous demandons, bon, le Congo est condamné à vivre des accidents, parce que aujourd'hui, c'est quand même, hein, je parle de vous, Monsieur Etienne, vous avez étudié votre histoire des journalistes, vous êtes là, vous exercez votre fonction. Alors, moi qui vous parle ici, Dieu sait quel itinéraire j'ai suivi dans mon curriculum scolaire et politique, mais aujourd'hui, nous nous sommes trouvés dans ce pays-là avec un bonhomme qui est là, chef de l'État et tout ce que vous voulez. Il y a eu l'itinéraire de Mobutu, mais les gens ont mis un peu de bémol pour dire, écoutez, Mobutu a côtoyé des grands hommes comme Lumumba et autres pour arriver à se hisser là où il a été. Mais aujourd'hui, on est devant un accident de l'histoire de notre pays. Mais, M. Omer Kamba, vous qui, tout à l'heure, là, vous avez dit que vous avez cheminé avec l'AFDL. Oui. Ce que moi, j'aimerais vous demander, avez-vous connu à l'époque les commandants Hippo, ce jeune homme? Oui, mais pourquoi pas hein? Comment voulez-vous? Moi, qui vous parle ici, j'ai eu l'honneur. Aujourd'hui, il est chef d'État, mais il m'a quand même transporté dans un véhicule qui conduisait de Gisenyi à Goma. Hein? On dit, sur frontière naturelle. Hein? Mais bon, moi, ce que j'aimerais vous demander, quel rôle jouait-il à l'époque dans cette armée-là? Parce que toute cette partie de l'histoire, elle est assez nébuleuse. Hein? On n'en sait rien du tout. Hein? Moi, ce que je voudrais vous demander, quel rôle jouait-il? On disait qu'il était l'aide des camps de James Kabarebe. Nous sommes en train d'écrire l'histoire réelle de ce que nous avons connu, hein? Du moins les indices. Hein? Parce que à Goma, l'étape de Goma, moi je n'ai pas été à l'étape d'Uvira ou de Bukavu,
Mais l'étape de Goma, c'était en 1997, au mois de janvier, hein, fin janvier, quand nous sommes arrivés à Goma. J'ai vu, on nous a envoyé, nous étions là avec le commandant qui contrôlait la sécurité, qui contrôlait en fait le Goma. Il était, son nom, j'ai encore le nom de Bosco, mais je ne pense pas que ce soit Bosco Tanganda. Mais ce garçon, c'était un jeune homme, tout à fait jeune, qui venait de Canada et qui était pour le compte de l'armée ALP. L'APR, l'armée patriotique rwandaise. L'APR oui, justement de Kagame. Mais ce jeune homme, et c'est chez lui d'ailleurs que le musée Kabila, quand il quittait les maquis là-bas, il venait se faire masser les pieds parce qu'il avait des pieds qui gonflaient tout le temps. Donc c'est là-bas que nous avons été reçus parce que j'étais à la tête d'une délégation. Pour la première fois, une délégation des Belges ici, hein, qui m'ont conduit jusque-là. Et n'oubliez pas que j'étais le chef de l'UDPS à l'extérieur, à ce moment-là. Quand j'ai dit le chef de l'UDPS, j'étais le secrétaire national chargé de l'action extérieure de l'UDPS. Et suite à ce qui ne se passait pas au Congo à cette époque-là, j'avais décidé de prendre les maquis. Hein? Et je me suis trouvé là-bas, accueilli par ceux qui contrôlaient le conflit, hein, à ce moment-là, même pas le conflit, c'était la fameuse révolution de Mzee Kabila, hein, la révolution de Afdel, et j'ai été accueilli, j'étais à la tête d'une délégation, et c'est le garçon ici, à ce moment-là, parce que moi je l'ai vu, c'était un jeune homme qui est venu avec un combi me prendre à Gisenyi, chez le fameux jeune homme Bosco qui était commandant de l'opération à Chose à Goma, qui contrôlait Goma. Et moi je dis mais ce jeune homme, c'est qui ça? Il dit non, c'est lui qui conduit, hein, les autres, parce qu'ils étaient 3 ou 4, avec un frère à Bouguera, que j'ai découvert plus tard, hein, ils étaient dans ce véhicule-là, et lui, il conduisait le véhicule. Et ils nous ont amenés jusqu'à la résidence de Baramoto, la résidence de l'autre côté d'Ongagoma. Lui, c'est qui? C'est l'actuel. Lui, c'est l'actuel Kabila. Mais je parle de Kabila, le petit là, le président, le fameux président du Congo aujourd'hui. Donc voilà, ils nous ont conduits à cette résidence de Baramoto, une villa cocu, incroyable. Nous on venait d'ici, hein, je venais de la Belgique, hein, d'Europe, mais j'ai vu une villa installée à bord du lac Kivu, incroyable. On nous a logés là-bas avec ma délégation. À ce moment-là, c'était Paul Kabongo qui contrôlait la sécurité de Goma, à peine que Mzee Kabila avait pris la ville, avait pris ou contrôlé. Mais il venait de chez Bosco là en question. Donc, je suis bien placé pour placer certains mots sur celui que vous appelez président de la République du Congo aujourd'hui. Hein, et quand on passe à tout ça, on se dit, oui, le pays, on est en train d'aller. Je peux encore comprendre qu'un Kabila, Laurent Désiré Kabila, puisse prétendre et faire ce qu'il a fait. Il le méritait. Il a été dans un maquis que tout le monde a reconnu et qui s'est battu contre, à sa façon, contre Mobutu, comme nous-mêmes, nous étions battus contre Mobutu en donnant l'existence, même notre vie, on l'a fait. Alors, si Kabila a utilisé dans ces maquis où il était et que nous sommes retrouvés ensemble, ce n'est pas un hasard. C'est qu'à un moment donné, ceux qui se battent dans certains maquis, qui utilisent ce qu'on appelle le langage qu'entendent les dictateurs, peuvent se rencontrer avec d'autres que nous étions idéologiques, nous n'avions que notre corps à offrir dans une lutte, et nos idées, et notre intellect, et surtout notre conviction
de faire un changement dans un pays comme le nôtre. Voilà. Très bien. Dans un rapport à paraître, les Nations Unies pointent une nouvelle fois du doigt le Rwanda et l'Ouganda dans la situation comme étant responsable de la situation qu'il y a actuellement à l'est du pays. Les rapports n'ont pas encore été publiés, mais des fuites qui sont sorties, les Rwanda et l'Ouganda sont une nouvelle fois pointés du doigt. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation lorsqu'on sait que les Rwanda viennent d'être élus au Conseil de sécurité des Nations Unies? Oui, mais ça fait l'actualité aujourd'hui. Mais lorsque Abiy Ahmed a contrôlé le Rwanda, lorsque Mobutu et autres s'amusaient entre, encore une fois, Gisenyi, Goma, il y avait même une résidence là où Mobutu déjeunait chaque matin avec Abiy Ahmed pour établir la force de Mobutu, c'est-à-dire la dictature au Congo, qui avait ses ramifications au Rwanda. Tout semblait être normal. Mais qu'aujourd'hui, que ce soit un problème, il y a une situation inverse, hein? C'est-à-dire que c'est le Rwanda qui établit sa dictature sur le Congo. Mais il n'y a pas eu de hasard. Comment est-ce qu'on nous en sommes arrivés? Comment sommes arrivés au fait que aujourd'hui c'est le Congo, alors que Mobutu contrôlait Abiy Ahmed, le Rwanda, et même l'Ouganda, ben, tout le monde avait rendez-vous avec Mobutu. Hein. C'est Mobutu qui était le maître de cette région-là. Pourquoi il y a eu renversement? On se pose la question. Et moi, je ne veux pas m'arrêter aux épiphénomènes de type, oui, aujourd'hui, regardez, le Rwanda, tout le monde est en train de fixer son attention sur le Rwanda, sur l'Ouganda et sur Burundi même. Ils oublient que chez eux, il y a un vide. Tous ceux qui parlent de ça, ils ont déserté, ils ont laissé le Congo dans un désert. Il n'y a pas d'État. Il n'y a pas Écoutez, en dehors de Tshisekedi qui, suite au combat qu'il a mené, essaye de régler certaines situations, de faire entendre la voix du peuple congolais. Mais on est là devant un vide, avec des gens qui portent comment est-ce qu'on peut dire, des porte-noms. Bah, un chef d'État, donc président de la République, un parlement qui est là, de nom, et d'autres structures, institutions, qui sont là de nom. Mais il y a un vide. Si nous nous mettons aujourd'hui à discuter sur le fait que voilà, le Rwanda, l'Ouganda, et même le Burundi, ce sont eux qui doivent décider du sort du Congo. C'est que le Congo n'existe pas. La République de Congo n'existe pas. Il faut aller à Kampala. Mais M. Omer Kamba, tout de même, les M23, est-ce un mouvement congolais? Ce n'est pas une nouvelle création du Rwanda qui ne cherche qu'à conserver une influence dans cette région? Mais ceux qui parlent de cette histoire de M23 comme un rapport avec le Rwanda, ils ne connaissent pas l'histoire du Congo, quoi. Mais ça commence d'être loin. Les conflits entre enfin, en fait, le problème des rwandophones, depuis, hein, ça date dans le Kivu. Mes amis, mes frères kivusiens le savent bien. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Et quand Mobutu a pris les Bisengimana et autres avec lui, c'était pourquoi? C'était pour le problème de ce côté-là. Qui a donné ce qu'on a appelé la nationalité, hein? Bah, si on peut parler de nationalité, mais c'était même pas, ça n'a pas raison d'être, parce que s'il y en a habité, c'est ce qu'on appelle les rwandophones, hein? Les Rwandais ou rwandophones, ceux qui sont retrouvés sur le territoire du Congo à cette époque-là. Mais écoutez, aujourd'hui le monde évolue, hein? On n'est plus à l'époque de la conférence de Berlin, hein? Les Congolais ou tous ceux qui sont venus habiter. Moi, j'étais jeune quand j'étais à Lubumbashi, à l'université
à Kassapa, mais on se trouvait à la Gécamine pour faire nos stages, mais il y avait des Rwandais partout, mais on ne savait même pas que c'était des Rwandais. Déjà à Kassapa même, à l'université, on avait des Rwandais qui étaient, mais c'était des Congolais, hein, pour nous. Donc, il y avait une histoire qui existait. Mais avec de plus en plus la dictature, tout le problème, sont les effets de la dictature que nous avons vécu avec notre ami, l'hôtel Mamie. Vous savez, quand vous vivez avec un dictateur, il finit par, vous finissez par vous habituer, vous appeler ami. Mais je disais qu'avec Mobutu, à un moment donné, les gens trouvaient que c'était normal qu'il y ait des Bisengimana qui sont là-bas, qui est pas seulement des Bisengimana, mais il y avait aussi des Hutus qui vivaient tout à fait normalement au Congo. Et pendant 32 ans, et même plus. Mais alors, tout d'un coup, on réveille cette histoire. Mais je te dis une chose. Quand je suis avec Mzee Kabila Goma, les amis qu'on appelle Tutsi, tout le temps aujourd'hui, à ce moment-là, Kabila, ils s'appelait mes enfants. Hein? La plupart des petits cadeaux qui étaient là-bas sont mes enfants. Il y avait aussi bien tous les jeunes gens de Bukavu, de Kivu, qui étaient autour de lui. Hein. J'appelle Massassou, je me rappelle Massassou par exemple, parce que quand je suis arrivé, Mzee Kabila m'a reçu, j'étais entouré de Nyalugabula qui était à côté de moi. Moi j'étais accompagné de mon frère Beya Maïdor Moulumba, c'est un jeune homme que j'ai travaillé avec lui dans mon secrétariat de l'UDPS ici. J'étais avec lui à deux. La première audience que m'a reçu avant de recevoir les Blancs qui m'accompagnaient. Mais il y a eu à côté de moi Nyarugabou, Bizima, comment on l'appelle encore? Bizima Kara. Bizima Kara. Mais en face de moi, Mzee est accompagné de Massassou Nanga. Et ce garçon qui m'a présenté comme... Il avait apparemment 29 ans, 30 ans. C'était le chef d'état-major de l'AFDEL à cette époque-là. Mais un garçon qui devait être mouchi ou dans les... en tout cas, un Kivusien. Mais finalement, j'ai appris qu'il avait été éliminé dans le suite des contradictions qu'il y a eu dans l'évolution de cette révolution de choses d'AFDEL. Donc, il y a une histoire, ce sont des Congolais, d'abord nous-mêmes, et puis, lorsqu'on ne sait pas, quand nous ne savons pas assumer nos responsabilités, on s'en réfère à l'extérieur. Et aujourd'hui, la chanson, c'est quoi? C'est le Rwanda, c'est le Ouganda, c'est le Burundi, et c'est ça qui fait notre malheur. Donc, nous ne savons pas nous assumer, et nous en référons à ce qui se passe à l'extérieur. Vous croyez, mon cher ami Étienne, qu'un pays comme la République démocratique du Congo, avec les potentialités que nous avons, les forces que nous avons, aussi bien scandale géologique comme on dit, tout ce que nous avons comme potentialité naturelle, et des hommes valables. Moi, je suis de ceux qui continuent à dire encore que le Congo, nous avons des hommes valables. Parce que du temps de l'UDPS, tel que nous avons mené la lutte, devant des canons de Mobutu, nous, on les affrontait. Si on a pu faire accepter que oui, Mzee Kabila est venu achever l'affaire, mais déjà, les gens de Mobutu, vous avez entendu, Mobutu avait pleuré, en 1990, c'est ça. Allô? Oui, je suis là. Oui. Je voudrais qu'on aille un peu vite par rapport à ce qui s'est passé à Bukavu avec le docteur Mukwege. Oui. La MONUSCO a publié un communiqué. En fait, c'est dans sa conférence de presse hebdomadaire qu'elle organise. Elle a fustigé ce qu'elle appelle tentative d'assassinat contre le docteur Mukwege, responsable de l'hôpital Panzi à Bukavu au sud Kivu, qui soigne les femmes victimes de violences sexuelles.
Est-ce que vous pensez que dans cette affaire, la MONUSCO a pleinement joué son rôle de protection des populations civiles? Euh, je salue d'abord Dr Mukwege, hein, que j'ai rencontré ici pendant quand il est venu recevoir son prix, hein, de lauréat donné par pas de la royauté, hein, belge. On lui a donné un prix pour encourager son travail humanitaire, hein, qu'il fait. Ce que j'ai appris, c'est qu'il est arrivé à mon Congo. J'étais personnellement ému. Mais d'un autre côté, je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas une histoire orchestrée? Comment voulez-vous que mon docteur Mukwege vienne d'un périple, comment vous dites? Ben, il a été aux Nations Unies, à New York, où il a déposé. Il a défendu des victimes de viols sexuels et tout ce que vous voulez. Mais il l'avait déjà fait ici, avant d'aller même à New York, avant. Et je me rappelle que Dr Mukwege avait même dit, et je souligne, que son travail était devenu inutile. Je pense qu'il était à cette conférence au centre flamand à Bruxelles, là-bas, culturel flamand, quand il a déposé sa conférence. Je l'ai même salué après ça, pour l'encourager. Mais il avait dit, son travail devenait inutile. Parce que il opère des malades, il opère ces femmes qui sont violées, et rentrent, et sont violées, réviolées, et puis elles reviennent. Et docteur Mukwege faisait la même chose. Et ben, il se dit, mais à quoi ça sert son travail, son métier? Et ça, il a posé la question devant le public que nous étions. Mais imaginez-vous qu'aujourd'hui, le docteur Mukwege a été, comme on dit, d'après la MONUSCO, ou lui-même, qu'il a été attaqué. Mais pourquoi on l'aurait attaqué? Pourquoi on l'a attaqué? Qui l'a attaqué? Est-ce que Dr Mukwege a pu identifier ceux qui l'ont attaqué? Est-ce que ce sont des gens, parce que dans la région, ou du moins dans la région de aujourd'hui à Bukavu, comme au Nord Kivu, mon cher Étienne, on ne sait pas qui fait quoi et qui agit contre qui. Nous sommes dans une situation, une confusion, une situation de non-État où il n'y a pas de sécurité pour qui que ce soit. Où on parle de mafieux, de bandits. Donc il n'y a pas d'État, il n'y a pas de règles, il n'y a rien. À tel point que vous avez entendu que ce soit un délégué de la Belgique, là-bas, Didier Reynders, ou aujourd'hui, j'ai entendu encore, il y a quelqu'un d'autre, c'est Flao, tout le monde parle d'un État, il faut faire un État de droit dans le Kivu. Et je crois que vous avez appris ça. S'il faut faire un État de droit seulement dans le Kivu, c'est comme s'il n'y avait pas de droit, enfin, c'est comme s'il y avait un État de droit dans le reste du Congo. Oui, à ce sujet, la Belgique, hein, elle a accueilli sur son territoire l'infortuné docteur Mukwege et toute sa famille. Et à ce sujet, Raymond Olaola a écrit sur Congo One cette semaine, il dit ceci, à la Belgique: merci d'accueillir le docteur Mukwege en Belgique, mais le mieux pour Bruxelles, c'est de renoncer à sa politique d'autruche quant au Congo. Un petit commentaire à ce que vous en pensez? Mais oui, mais je sincèrement lu cet article et remercier, ou moins féliciter le point de vue de Raymond sur Congo One. Je pense qu'il a vu clair. Mais comment voulez-vous, on va accueillir le docteur Mukwege, oui, il y a l'humanité, hein, c'est quelqu'un qui est menacé,
Mais il faut toujours aller à la base de cette menace. Croyez-vous que Dr Mukwege, qui est déjà un héros, parce que quand moi je l'ai vu ici à l'époque, comme j'avais dit, quand il est venu recevoir son prix, c'était déjà quelqu'un qui faisait quelque chose d'extraordinaire. Il était déjà héros. Mais monsieur Omer Kamba, est-ce que cela n'illustre-t-il pas les travers de la politique belge au Congo? C'est-à-dire Mukwege ne doit son évacuation express en Belgique que grâce à sa notoriété. Qu'en est-il des nombreuses victimes anonymes qui restent dans cette région? Non. Je crois que Mukwege, le docteur Mukwege, est utilisé aujourd'hui par les forces qui agissent sur place dans le Kivu ou dans l'ensemble de notre pays. Donc, Mukwege c'est devenu aussi un otage. Ne vous en faites pas, parce que quand il quitte là-bas, d'ailleurs il l'a dit lui-même, si tu as suivi sa déclaration, il dit qu'il a pleuré avec les femmes qu'il soigne avant de partir. Et même, je vais aller plus loin, parce qu'il faut finalement en parler sincèrement. Si ceux qui en voulaient à Mukwege, docteur Mukwege, devaient l'éliminer physiquement, tu sais que quand on voit l'étape, les péripéties de ce qui est arrivé, mais ces gens-là, des gens qui sont sans état d'âme, mais auraient placé une balle à Mukwege à sa vue uniquement, sans avant de tuer comment on appelle celui qui a crié au secours là, ce sentinelle, parce qu'ils ont eu le temps, il y a eu le temps, ils ont arraché les clés à Mukwege, et puis Mukwege a eu le temps de rentrer à sa maison, et puis Mukwege a eu à finalement à être protégé, et puis mais enfin, on est sur le terrain de guerre, des conflits que je connais bien. Quand ces ennemis-là, quand ces adversaires arrivent, quand ils veulent éliminer quelqu'un, ils n'ont pas besoin d'aller éliminer d'abord le sentinelle. Il y a un problème là-dessus qu'il faut éclaircir. Mukwege est utilisé aujourd'hui pour peut-être crier à l'alarme de ce qui se passe là-bas en RDC, parce que ceux qui sont censés protéger les victimes là-bas ne sont plus à mesure de le faire. Il faut utiliser le docteur Mukwege qui est... Qu'est-ce que vous voulez? Il est ce qu'il est, mais on peut l'utiliser. Mais vous croyez que Mukwege est content ou il est calme? Parce que lui, il devait être héros à son front là, avec ses victimes. D'ailleurs, il a dit qu'il a pleuré avant de partir. Ça dit qu'il ne voulait pas partir. Mais si, finalement, on l'a dégagé de là-bas, c'est pour laisser le terrain, parce qu'on a dit même qu'il y a d'autres gynécologues qui vont s'occuper. J'ai entendu ça quelque part là, qui vont s'occuper des malades. Mais c'est pas vrai. Mukwege était un symbole. Un symbole, un héros sur le terrain. Dès qu'on le dégage de là-bas, on laisse le terrain libre. C'est-à-dire tous ceux qui peuvent se risquer peuvent aussi être exposés. En fait, le fait de faire partir, ça c'est moi qui le dis, je m'engage, le fait de partir de là-bas, de faire partir le Mukwege de là-bas, c'est généraliser la panique, la peur, de manière à ce qu'on sache que ce terrain-là est miné. Si Mukwege, qui venait de l'ONU, mais qui peut encore lever sa voix? Voilà une politique appliquée, généralisée et soutenue, malheureusement, soutenue par ceux qui semblent soutenir Mukwege, mais ils l'ont dégagé de là-bas. Mais comment voulez-vous, Étienne? Très bien, on va avancer. Cette oui, semaine, mais moi je vous dis que je ne vous parle pas comme journaliste. Moi, je suis un homme politique. Oui. Et j'analyse la situation de combat qui est là-bas. Mais je sais que rien à faire. On est en train de stimuler les Congolais qui travaillent sur le terrain à pouvoir prendre leurs responsabilités avec ce qui se passe là. Dégager Mukwege, lui donner asile ici, ce n'est pas une solution ni pour lui-même, ni pour ceux qu'il a abandonnés là-bas. Très bien, bon, on va avancer. Donc cette semaine également,
André Flao, qui est président de la Chambre basse ici en Belgique, a prononcé un discours au Parlement de Kinshasa. Et à cette occasion, il ne s'est pas empêché, comme Reinders l'avait déjà fait, de prendre les contre-pieds des déclarations de François Hollande tenues avant et pendant les sommets de la francophonie à Kinshasa. Pourquoi une telle démarche de la part des officiels francophones belges? Ah ben, heureusement que c'est toi-même qui le dis. Je pense qu'il y a un problème ici en Belgique. Hein. La Belgique, c'est on appelle au Congo, ce sont les Noko. Hein. Quand la Belgique dit un mot, les Congolais en général, tous. Et puis, comme c'est présenté que c'est la Belgique qui est l'expert de tout ce qu'il y a comme problème au Congo, eh bien, on a l'impression que quand une autorité de niveau de président de l'Assemblée, hein, la chambre basse de la Belgique se déplace et qu'il arrive là-bas, qu'il parle à ce qu'on appelle là-bas le Parlement, c'est que il y a un message, il y a quelque chose d'important, il y a quelque chose qui bouge. Et le monde entier écoute. André Flao a été écouté par le monde entier. Moi, je connais André Flao, hein, parce qu'en tant que secrétaire national chargé de l'action extérieure de l'UDPS, j'ai traité avec André Flao. Quand j'assumais mes fonctions ici, André Flao m'a reçu, j'ai recevé tous les leaders de l'opposition, donc de l'UDPS notamment. J'étais avec André Flao à maintes reprises. Mais je sais que c'est un type, c'est mon point de vue maintenant, qui n'a pas suivi l'histoire de l'évolution du Congo. Alors que les socialistes belges, tout comme du monde entier, nous avons toujours cru qu'ils suivent l'histoire de l'évolution de notre pays, et un pays qui se bat pour sortir de l'obscurantisme imposé par Mobutu, et que malheureusement, ceux qui viennent après essaient d'imiter. Alors, André Flao, ce discours, je l'ai suivi, et je te dis bien que j'étais, je ne parle pas de scandaliser, mais je me suis dit, il y a dans les classes politiques belges, notamment, vous avez cité la classe francophone, donc la classe politique francophone, il y a quelque chose qui ne va pas. Et se désengage même de leur idéologie dite socialiste. Je parle d'André Flao. Parce que là, j'ai dit bien que je suis en contact avec les combattants, les luttants à Kinshasa, ils ne comprennent pas. Ils disent que ce monde qui est dit civilisé, un monde qui dit qu'il y a la démocratie depuis des siècles, comment est-ce qu'il peut venir s'accroupir ou se mouiller ou se souiller devant le peuple congolais est debout aujourd'hui, hein, et il s'est analysé, il sait voir, mais voilà, mais celui-là, qu'est-ce qu'il vient chercher encore là en disant ça? Est-ce qu'il y a, c'est l'Europe, la Belgique qui dépend aujourd'hui du Congo, qui vient chercher des miettes pour peut-être faire face à des crises qui sont là. Ben, en Occident, maintenant, on sait que, notamment en Europe, il y a des crises. Hein. Peut-être qu'on va chercher des miettes d'argent pour se soutenir. Ça, on se pose la question. Moi, je suis en contact direct avec Chassa. Ils disent qu'on ne peut pas comprendre qu'un socialiste, un président du Parlement, André Flao, que j'ai connu personnellement, qui puisse prononcer un tel rabais, des discours devant ce qu'on appelle on appelle quoi, Parlement. Oui, Parlement, Assemblée nationale. Oui, mais vous savez, moi j'aime bien mon ami de Congo Forum, hein, comment il s'appelle encore, il fait de la revue de presse tout le temps ici. Guy Debouc. Guy Debouc, voilà, tu m'aides. Hein? Mais ce bonhomme, quand tu reprends sa revue de presse, il y a toujours ce qui revient tout le temps dans son texte. Il dit oui, mais voilà, il y a eu élection,
Hein, il dit, voilà, il n'y a pas eu... euh, il a cité toutes les institutions. Hein, tout le monde a contesté qu'il n'y a pas eu réellement des résultats valables. Il cite même l'UDPS. Il dit que voilà, l'UDPS n'a pas donné des résultats valables. Même l'Église catholique n'a pas donné des résultats. Mais la conclusion qu'il donne toujours à ça, il y a eu un hold-up de ce qu'on appelle des élections là-bas. Qu'il y a eu, pratiquement, on est devant un fait accompli, des institutions fausses, une présidence fausse, un parlement faux, tout ce que... En fait, alors, je ne sais pas devant qui André Flaou est allé parler là-bas. Et quand il parle, et qu'il demande à ces gens-là, à ce qu'on appelle le Parlement là-bas, que voilà, il y a, mais vous avez le temps, hein, écoutez, nous avons mis un siècle pour faire la démocratie chez nous. Moi, je dis, mais André Flaou est décalé. André Flaou ignore qu'il a eu à côté de lui des Congolais, des intellectuels qui ont vécu avec lui, qui ont fait les études universitaires et tout ce que vous voulez. André Flaou ignore qu'aujourd'hui, le monde est technologique et qu'il y a des Africains, des Congolais. Mais comment? Même si, en tant que socialiste, il veut s'aligner sur Sarkozy qui disait que les Africains ne sont pas rentrés dans c'est pas moi, dans l'histoire. Dans l'histoire, oui, c'est bien cela. Mais de quelle histoire Sarkozy parlait? Mais nous avons une civilisation africaine. Tout le monde le sait. Hein? Sarkozy, qui est ignorant justement de l'histoire africaine, hein, pouvait raconter que voilà, on va s'aligner. Mais écoutez, les Grecs qui ont, les Grecs, hein, la civilisation hellénique, hein, qui ont fait ce qu'on appelle l'Europe aujourd'hui, hein, l'Occident, hein, ça, ils sont allés chercher des choses en Égypte hein, et consorts, hein, en Afrique, hein, pour construire les civilisations. Hein. Et les Grecs sont où aujourd'hui? Tu connais l'histoire? Aujourd'hui, on vit quoi avec les Grecs? Oui. Dans l'Union européenne. Hein? Les autres, là, ils étaient où? Quand les Grecs faisaient l'histoire. Ah oui. Très bien, non, monsieur. Je suis un peu énervé ouais, je comprends. sur cette histoire d'André Flaou, que je connais, parce que, en tant que camarade socialiste, moi, j'ai introduit l'UDPS dans l'État socialiste, j'étais avec eux dans plusieurs réunions. J'étais avec même le défunt, le président du Parti socialiste. Hein? Tu connais bien? Et je ne peux pas comprendre que des gens comme André Flaou puissent continuer à aller s'agenouiller. Et je te dis une chose, tu me tues. Ouais, je vous suis. Je te dis une chose, il y a, comment il s'appelle, c'était le premier représentant de l'UDPS ici en Belgique, hein, au moment où nous avons fait la fronde, la lutte contre Mobutu. Il s'appelle Diko Ndawalimanisha. Il avait dit une chose que j'ai retenue. Que voilà, quand la Belgique veut se mêler de l'histoire du Congo, après sa défection lors de la fameuse indépendance, en laissant les Congolais à leur pris ce sort, quand la Belgique veut se mêler, eh ben, elle se mouille et puis elle se souille. Et voilà, ça, c'est cette phraseologie-là que je peux utiliser sur la place de notre ami André Flaou. Très bien. Très bien, monsieur Omer Kamba. Je vous remercie et à la prochaine fois. Merci pour cet entretien et par rapport à l'actualité congolaise, on se retrouvera la prochaine fois.